vous ai fait une photographie des contrôles, le cadre juridique dans lequel ils se situaient, le débat pour lequel je pense que, en tout cas moi, si j'ai, pour l'instant, malheureusement, j'ai pas de dossier, rien à voir. Je ne résisterai pas à faire une QPC là-dessus. Je sens que sur le plan juridique, ça va être extrêmement intéressant. Donc regardons les manquements et regardons à travers les manquements la réglementation. C'est une conférence sur les contrôles CNIL, pas sur la vidéoprotection en tant que telle. Mais à travers les contrôles, l'idée c'est de cheminer à travers la réglementation de la vidéoprotection et de la vidéosurveillance. Je vous propose de regarder les graphiques, de faire un focus sur les obligations relatives à la vidéoprotection sur la voie publique, de faire un focus cette fois-ci sur la vidéoprotection sur les lieux ouverts au public, de faire une synthèse des formalités, ça me permettra de revenir à la question de monsieur sur l'autorisation préfectorale. Et je vous propose de regarder quelque chose qui est intéressant, qui sont le partenariat fait par la CNIL avec l'Association des maires de France. Et ça aussi, c'est une tendance générale, c'est les partenariats qui sont faits entre les hautes autorités, ou en tout cas entre des autorités de régulation ou de représentation professionnelle ou politique. Le résultat qui est quand même le plus surprenant, c'est le 1 et le 2. Et ça provient d'une incompréhension du régime juridique, et ça provient aussi, me semble-t-il, d'un régime juridique complexe. Absence d'autorisation au renouvellement préfectoral, 30%. Bon. Ça, c'est pas très élevé, me semble-t-il. J'étais même assez surpris. Je ne sais pas si le ministère de l'Intérieur a d'autres taux. Mais je pensais que le taux d'illégalité était plus grand. Il était plus grand d'abord parce qu'il y en a énormément, et ensuite de ça parce que la préoccupation, notamment par exemple des collectivités locales, n'était peut-être pas suffisamment forte. En tout cas, semble-t-il, la prégnance des libertés, c'est plutôt encourageant, 30%. Par contre, le deuxième, lui, est intéressant dans les manquements de regarder comment c'est fait. Donc, absence de déclaration à la CNIL, 60%. Alors, le système est, comme ça fait supérieur à 100, ça ne vous a pas échappé, c'est que les niveaux de critères sont les uns par rapport aux autres. L'absence de déclaration à la CNIL portant sur des parties du dispositif relevant de la loi informatique et liberté, c'est ça le point clé. C'est ça le point clé. C'est que globalement, la dualité des systèmes n'est pas comprise. Et la plupart des gens qui ont une autorité préfectorale ne pensent pas à informatique et liberté, et ceux qui ont informatique et liberté ne pensent pas relever du système de dualité. Et donc, on va revenir là-dessus. Je vais revenir sur les autres chiffres quand on va retrouver le système. Sur le plan technique et sur le plan politique, ça me paraît assez simple. Sur le plan politique, on est dans le domaine public, donc c'est l'État. L'État et tous ses démembrements. Et lorsque l'on est dans le secteur privé, c'est le responsable de traitement. Reste que on n'a pas voulu encore généraliser la vidéoprotection sans limite. Or, la demande sociale, me semble-t-il, qui est importante, est une demande sociale pour de la vidéoprotection partout. Le terme lui-même, protection, l'emporte. Beaucoup de concitoyens et beaucoup de citoyens disent « mais je ne comprends pas pourquoi ma rue n'a pas la caméra alors que la rue de mon voisin l'a ». Parce que la demande sociale est une demande de protection. La finalité, c'est la prévention des actes de terrorisme, l'atteinte à la sécurité des personnes et des biens. C'est permettre de constater les infractions aux règles de la circulation, et c'est assurer la sécurité d'installations utiles à la défense nationale. On sent bien qu'il y a un cadre de finalité qui est restreint, très large quand même, mais restreint, à une demande qui pourrait être une demande sociale de protection, quelles que soient les infractions, c'est-à-dire tout le code pénal, pour les parties délits et crimes. Les acteurs, c'est les autorités publiques, et il y a une garantie, c'est la protection de la vie privée. Procédé de marquage irréversible des zones privées.
Et là, il faut aussi, c'est ce qui explique la complexité, c'est que la notion de zone privée n'est pas une façon simple. Elle ne se déduit pas du contraire de la zone publique. Et la notion de vie privée n'est pas non plus une solution simple, surtout aujourd'hui avec les nouvelles technologies. Un mot qui doit être redit, c'est que ce n'est pas parce que je suis en déplacement public que je ne suis pas en vie privée. Donc la notion de garantie de vie privée n'est pas si simple que cela. Les destinataires, personnes habilitées par autorisation préfectorale dans le cadre de leur fonction, personnel formé, sensibilisé. Donc là, on est dans un domaine assez particulier du matériel qui peut porter atteinte à l'ordre public. La durée de conservation, 1 mois maximum. Et puis en cas de contentieux, extraction des images. Les formalités préfecture et l'information des personnes par panneau d'affichage. Alors, si on fait de nouveau un focus sur les lieux ouverts au public, la sécurité des biens et des personnes, concept peu clair. Je voudrais attirer votre attention sur le terme sécurité. Le terme sécurité est un terme aujourd'hui qui est un vrai défi pour les spécialistes. Et ce qui est vrai, c'est que l'intérêt d'avoir fait un code de la sécurité intérieure est quand même un élément qui va amener de la cohésion dans le cadre du droit à la sécurité. Enfin, le code sur la sécurité intérieure regroupe quand même des choses qui sont très différentes les unes des autres. Et je voudrais vraiment attirer votre attention qu'avant les événements du 11 septembre, la sécurité était un concept qui était plutôt une sécurité accessoire. La sécurité, effectivement, des biens, la sécurité des médicaments, la sécurité du travail. Donc, des éléments de la sécurité qui étaient pris, associés avec une autre règle avec laquelle elle se conjuguait. Avec la loi sur la sécurité intérieure, avec la LOPSI 2, comme on dit aujourd'hui, mais elle existait avant. Donc vous avez l'article 1er qui dit que la sécurité est un droit fondamental. À partir de cet article 1er, on a toute une réorganisation d'une notion de droit à la sécurité. Et c'est là qu'intervient ici des lieux ouverts au public. Par exemple, est-ce que cette salle est un lieu ouvert au public ? Mais pour vous dire que ce n'est pas si simple. Une question que je me suis posée, j'ai considéré que c'était une zone privée. Donc si on regarde la sécurité des biens des personnes, ce n'est pas un concept si clair que ça. Identifier les auteurs de vol ou d'agression, là c'est beaucoup plus clair. Encore que le mot agression lui-même est ambigu par rapport à différents éléments du code pénal. Les acteurs, vous les connaissez. Les destinataires, vous les connaissez. La durée de conservation, de nouveau 1 mois. Encore que là, on pourrait considérer qu'il n'y a pas de raison que ça soit 1 mois, parce que ce mois-là n'existe pas dans la vidéosurveillance. Puisque la durée de conservation, la CNIL, elle remet aussi 1 mois, faisant un lieu de 1 mois un élément fondamental. Mais il n'y a pas de texte stricto sensu en tant que tel. En cas de contentieux, les garanties, c'est interdit d'installer les caméras à l'intérieur des cabines d'essayage ou des toilettes, par exemple. Les systèmes ne doivent pas être utilisés pour s'assurer que le personnel fait correctement son travail. Encore que, là encore, tout ça n'est pas si clair que ça. La caméra sur un hôtel ouvert au public. En bas, on voit bien qu'on est ouvert au public. Les ascenseurs, face aux ascenseurs, la plupart du temps, maintenant, il n'y a pas de portillon ni rien. Est-ce que quand je suis face à l'ascenseur, je suis encore en position de vie publique, ouvert au public? Quand je suis dans l'ascenseur, la question se pose. Et quand je suis au 3e étage, dans le couloir, il y avait un débat avec les commissions départementales. Est-ce que la caméra qui est dans le couloir, au 3e étage de l'hôtel, est une caméra de vidéoprotection ou une caméra de vidéosurveillance? Sachant que la personne qui se trouve au 3e étage de l'hôtel n'est pas forcément un client de l'hôtel. Ça peut être une visite. Jusqu'où on marque la fin du ouvert au public et le début du fermé au public.
Et voilà des questions qui sont pas si neutres, puisque je vous rappelle qu'il y a des sanctions pénales derrière. Donc les formalités, si les caméras filment des lieux non ouverts au public, eh bien on est en CNIL, et si les lieux sont ouverts au public, on est en préfecture. Et là, pour ces cas-là, il y a une information, consultation des instances représentatives du personnel qui est obligatoire. Enfin, dernier élément, les panneaux d'affichage pour les clients. On retrouve là la règle du domaine public et l'information individuelle des salariés qui peuvent se retrouver sur le champ des caméras. On a une affaire intéressante là qui vient d'être rendue par la CNIL à propos sur la galerie des Arcades des Champs-Élysées, dans lequel se trouvaient tous les problématiques, c'est-à-dire que les caméras se trouvaient à l'intérieur du poste de visualisation des écrans. Alors ensuite, la synthèse des formalités, qui est un peu compliquée, mais je vous propose, pour pouvoir apprécier la suite, je vous propose cette clé de lecture. J'ai bien conscience que la critique que je faisais tout à l'heure d'incompréhension de certaines parties de la circulaire va réapparaître ici, de vouloir mettre dans un seul slide toute la subtilité du système. Mais moi, il me semble que globalement, les opérateurs peuvent commencer à travailler de cette façon-là. Donc la voie publique, autorisation préfectorale, les lieux ouverts au public, autorisation préfectorale. Et moi, ce que je dis pour les lieux ouverts au public, c'est que vous avez intérêt à faire une déclaration CNIL. Que la règle de sécurité et de précaution fait que vous avez intérêt à doubler. Pour les lieux non ouverts au public, déclaration CNIL, c'est évident. Pour l'établissement scolaire, les abords, autorisation préfectorale, mais là encore, on peut se demander s'ils n'ont pas intérêt à faire une déclaration CNIL. Les établissements scolaires, pour l'intérieur, déclaration CNIL. Les lieux communs ouverts au public dans un immeuble d'habitation, là, il y avait un vrai débat à un moment donné. Parce que, restons sur ce débat-là. Il y a 3 débats, en fait. Il n'y en a pas 2. Parce qu'on dit la loi de 95, la loi de 78. Mais il y a encore autre chose qui intervient. C'est la notion de code pénal et, entre guillemets, le droit de la police et de la gendarmerie lorsqu'il intervient dans des zones. Notamment, est-ce qu'il peut intervenir dans un parking? Est-ce qu'il peut intervenir dans un jardin qui se trouve devant un immeuble? Vous voyez? Donc il y a aussi d'autres zones qui elles-mêmes vont être définies par d'autres droits et qui réagissent. La notion de lieu commun ouvert au public renvoie au hall d'un immeuble, renvoie au parking et à différents endroits qui peuvent être ambigus au sens de la qualification juridique. Les lieux communs non ouverts au public dans un immeuble d'habitation, ça c'est les caves par exemple. Les domiciles personnels qui aujourd'hui posent une difficulté, sont hors champ, semble-t-il, et qu'il faudra peut-être les mettre dans un champ. Et puis le droit personnel avec les salariés qui renvoie à la déclaration CNIL. Et notamment la décision de la CNIL est intéressante, la décision de la CNIL sur les arcades sur les Champs-Élysées. Elle est intéressante, cette décision, parce que, là encore, je voudrais faire un commentaire à chaud avec toutes les réserves que peut avoir... c'est la délibération du 3 janvier 2013 sur le syndicat des copropriétaires Arcades des Champs-Élysées. Cette décision est intéressante parce que il y a un certain nombre de caméras, beaucoup, d'après ce que j'ai compris, une cinquantaine, sauf erreur de ma part, enfin, peu importe le nombre, enfin beaucoup. Et là-dessus, si vous voulez, il y a un lieu où sont visualisés tous les écrans. Et là-dessus, il y a une caméra qui suit le personnel qui visualise les écrans. Comme ce personnel était souvent, semble-t-il, enfin en tout cas c'est ce que disait le responsable du traitement, souvent absent, et qui pouvait s'absenter, dirons-nous, il y avait une caméra pour être sûr, donc une caméra qui surveillait les gens qui surveillaient les caméras. Donc il y avait d'abord la nature juridique de cette caméra. Et puis, deuxièmement, il y a de savoir si cette caméra, comment elle se positionnait. Ce que disait le responsable du traitement, c'est que pour pouvoir effectivement assurer la sécurité, il avait besoin de savoir si les gens sont présents. Ce n'est pas ce que dit la commission.
Ce n'est pas ce que dit la Commission. D'abord, la Commission aurait pu dire que dans ce lieu ouvert au public, la caméra qui était dans le lieu de visionnage était aussi une caméra ouverte au public. À partir de quand une caméra, là aussi sur le plan technique, c'est ça que je vous dis, méfiez-vous, hein, c'est un système quand même qui est assez compliqué. On pourrait considérer par exemple que, et c'est ce que font la plupart des gens, hein, très naturellement, ce qui vous explique le 60, c'est lorsqu'une caméra est ouverte au public, qui se trouve dans le même système qu'une caméra qui est fermée au public, la caméra qui est ouverte au public, elle suit en fait, elle absorbe l'ensemble des éléments. En fait, ce n'est pas la position, semble-t-il, prise par la Commission. Il y avait un débat, me semble-t-il, sur certaines commissions départementales. Mais difficile aussi d'avoir tous les éléments. Et là, qu'est-ce que dit la CNIL? Elle dit elle ne veut pas de caméras qui sont permanentes dans le contrôle des salariés. Et elle dit si l'objectif de sécurité allégué n'est pas en lui-même critiquable, donc de contrôler les gens qui contrôlent, il ne saurait prospérer pour justifier la mise sous surveillance constante des salariés affectés à la sécurité, sauf à en démontrer la nécessité au titre du principe de proportionnalité. Ben, là encore, moi je suis très... Si effectivement il n'y a personne devant les caméras, ces caméras ne peuvent pas jouer leur rôle de protection de sécurité. Donc de mettre pour ces personnes-là une caméra, c'était absolument pas contraire, me semble-t-il, au principe de proportionnalité. Vous voyez que là, l'application du principe de proportionnalité, il est quand même un peu ambigu. Puisque là, il y a condamnation, et puis il y a sanction pécuniaire, et puis rente publique. Ma recommandation, si vous admettez que la loi de 78 absorbe la loi de 95, lorsque la loi de 95 n'est pas totalement respectée, ou lorsque la loi de 95 a la double dualité, alors la réponse est oui. En tout cas, ma recommandation, c'est clairement, si les deux caméras, parce que si les caméras, si le circuit des caméras est séparé technologiquement, moi, il me semble que on fait une formalité de manière séparée. Mais si le circuit des caméras est multiple, je pense qu'il faut les deux formalités sur le même. Le système, il est censé être à un abîme. D'un côté la loi de 95, de l'autre côté la loi de 78. Ce qui relève de l'autorité préfectorale ne relève pas de l'autorité informatique et liberté. Clairement. Les deux systèmes sont indépendants l'un de l'autre. Ils sont totalement indépendants. Quand est-ce qu'on a la dépendance? Quand est-ce que la loi de 95 est indépendante de la loi de 78? Voilà. Clairement. Pendant des années. Qu'est-ce qui a fait qu'on a commencé à rapprocher les textes et qu'on a commencé à avoir un débat que vous trouverez clairement dans la circulaire? Madame a raison. Mais moi, la circulaire, je l'ai relue, je l'ai commentée, hein, pour ceux que ça intéresse, et je ne m'y suis pas trouvé à l'aise. Je ne me suis pas trouvé à l'aise compte tenu de la finalité des mots, compte tenu de la finalité des technologies. La seule chose où je me suis trouvé à l'aise, c'est lorsque on est en mode glace. Voilà. Alors que la caméra renvoie sur une image sur l'écran et qu'il n'y a pas d'enregistrement. Là, c'était clair. Mais dès le moment où j'ai un enregistrement futile de quelques secondes, moi, je trouve que les rédacteurs de la circulaire ne m'ont pas convaincu de ce qu'ils avaient écrit. Mais comme on ne peut pas discuter avec les gens de la circulaire, ce qui est dommage, il faudrait qu'on aille devant les tribunaux pour qu'on s'explique. Voilà. Mais moi, je ne veux pas avoir raison, je suis totalement neutre. Complètement neutre. Hein. Moi, je ne défends pas une thèse. Donc, la loi de 95, 78, autonome. Clairement autonome. Pas de discussion. Et si on est dans un système qui est dans le domaine public, merci, il n'y a pas de souci. Quand est-ce que le premier contact, le premier rapprochement se fait? C'est lorsqu'on est dans la loi de 95 et qu'on conserve les images. Et qu'on les conserve, allez, 20 secondes, 30, 40, 50, 2 jours, 4 jours. À partir de quand un système de visualisation directe devient un système de visualisation enregistrée? Et dès qu'il devient un système de visualisation enregistrée, moi il me semble, alors là je le dis avec aucune provocation, mais il me semble qu'il est à la loi de 78 et qu'on va m'expliquer que ça c'est pas un traitement au sens de l'article 2 et que c'est pas un traitement au sens
du traité de Lisbonne. Il faudra qu'on me l'explique, que quelqu'un me l'explique, mais je l'entendrai. Sachant qu'on appelle traitement la simple visualisation d'un écran.